Donc, vous remercier déjà, Marcel Gauchet, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons, avec Benjamin, connu Paul Lyonnais assez tardivement, des liens qui ont été forts mais tardifs. Vous connaissez Paul Lyonnais depuis l'adolescence ou peut-être le début de l'âge d'homme. Vous présentez, c'est à la fois dire que vous êtes philosophe, historien, sociologue, anthropologue. Enfin, en tout cas, il y a un problème de classification. Vous n'entrez pas dans les cadres institutionnels. C'est le cas aussi de Paul Lyonnais. Il y a déjà peut-être cette proximité. Et j'aimerais remonter de cette difficulté vers votre formation. Je ne veux pas entrer dans des détails biographiques. On sait bien que la biographie n'éclaire pas que la biographie n'éclaire pas l'œuvre. Proust nous l'a appris. Mais il y a tout de même cette proximité à la fois régionale. Vous êtes tous les deux d'origine normande, de la Basse-Normandie, des contreforts du Cotentin. Vous êtes tous les deux d'origine modeste. Vous êtes tous les deux, vous avez profité d'une école républicaine qui avait encore des vertus. Il y avait encore un ascenseur. Et d'autre part, vous avez eu un même maître, qui est Claude Lefort, qui est un personnage assez singulier. Peut-être que vos deux singularités doivent quelque chose à la singularité de Claude Lefort. Alors j'aimerais peut-être qu'on s'arrête à cette idée de pluridisciplinarité, car en fait, vos approches à l'un et l'autre, ce sont des approches pluridisciplinaires, comme s'il fallait, pour pas prétendre épuiser un objet, mais en tout cas pour l'éclairer, d'avoir recours ou de faire se croiser des disciplines que l'institution se plaît à cloisonner rigoureusement. Oui, en effet. Mais je crois qu'un très bref rappel historique éclaire immédiatement la question. Ce que nous avions en commun, Paul Lyonnais et moi, c'était la génération 68 et l'esprit. On parle beaucoup de l'aspect, politique de cette génération, mais il y avait aussi un aspect culturel. Et précisément, passer par la politique pour appréhender les faits sociaux, la réalité commune, la réalité humaine, sous l'ensemble de ces aspects. C'est une dimension de cette génération sur le plan intellectuel qui est généralement très peu soulignée. Mais on pourrait faire une spectrographie de cette génération intellectuelle en France, et pas seulement en France d'ailleurs, mais en France elle a une assez forte spécificité, et on retrouverait cette volonté d'une appréhension globale du monde humain, du monde social, par différents biais, chez la plupart des membres de cette génération. Alors ils l'ont réalisé chacun à leur manière, dans des voies qui peuvent paraître éloignées, mais je crois que c'était une inspiration spontanée, qui n'a jamais été méditée, en fait, mais qui s'inscrivait dans un moment culturel très particulier, qui s'est très rapidement défait, parce que les logiques institutionnelles sont beaucoup plus fortes que les programmes des acteurs. Et les mêmes, se retrouvant dans des positions de mandarins éprouvés, oublient tout à fait ce qui était leur inspiration de jeunesse. Alors, ma deuxième question, la manière d'appréhender le phénomène sportif. Il y a là encore une proximité avec vous, parce que vous avez, dans le débat, revue que vous dirigiez, qui a malheureusement disparu, une des grandes revues françaises, vous aviez publié un article très intéressant sur le football brésilien. C'est-à-dire, au fond, le football comme fait social total. À partir d'un match de football au Brésil, essayer de rendre compte à la fois de la rivalité entre des équipes, entre des villages, entre des régions, et puis même la terre et le ciel. Donc il y avait comme l'expression est de Marcel Mauss, de parler de fait social total. Il y a eu aussi le combat de Coq-à-Bally, qui a été publié dans la collection des sciences humaines. Vous la dirigiez déjà, la bibliothèque des sciences humaines, non? Et il y a chez Paul Lyonnais, très clairement, une manière d'approcher le sport sous cette forme. C'est-à-dire que c'est un prisme
pour apercevoir, pas simplement une société banalement, mais ce qui, dans une société, la travaille, les tensions, les contradictions. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'idée d'une sociologie du sport, d'une anthropologie du sport, paraît totalement banale. La chose est acquise. On peut discuter ensuite des voies de la réalisation et des résultats, mais il faut se souvenir que l'époque dont nous parlons, les années 1980, c'est déjà très très loin, presque la préhistoire par rapport au règne du présent actuel. C'était une idée très subversive. Vous faisiez allusion à Roberto D'Amata, que j'ai un peu connu. C'était un personnage, lui aussi, très haut en couleur et transgressif par rapport à la sociologie académique, d'inspiration américaine dans son cas. Et ici, l'idée que le sport soit un fait sociologique majeur de l'époque passait pour incongru. Ça a été une percée intellectuelle. Bon, la chose a réussi, ça s'est banalisé d'une certaine manière, mais il faut encore que, quand je pense par exemple à une auteure que j'ai eu le plaisir de publier qui s'appelle Isabelle Keval, je me souviens, avec la profondeur, justement, elle a essayé par rapport à une sociologie très liée au présent de donner une profondeur historique, aller chercher très loin les racines culturelles du culte du sport, parce qu'on peut bien parler de ça, ça ne passait pas du tout comme une évidence à l'époque. Donc il y a eu un changement culturel dont, je crois, Paul Lyonnais était un des grands acteurs. Et puis, il y a cette méthode, il y a un parti pris méthodologique qui a évidemment pu scandaliser quelques universitaires formés étroitement dans le carcan de la discipline, c'est la participation observante et non pas l'observation participante. Ma méthode d'investigation est fondée sur la participation observante qui est, je dirais, le contraire de l'observation participante. C'est-à-dire vous livrez à une activité puis sans objectif d'enquête et puis un jour eh bien, vous êtes amené à réfléchir sur cette activité. D'emblée, cette réflexion fondée sur l'interrogation subjective de votre propre pratique et de l'observation spontanée de ce qui s'est passé autour de vous, vous évite des contresens. Ayant commencé à courir, à faire des semi-marathons, à m'entraîner chaque jour, etc., et puis également à m'interroger sur les modes d'entraînement, je me suis aperçu que ça n'était pas du tout fondé sur la résistance, sur ce qu'on appelle l'intervalle training. Ça, c'était vraiment bon uniquement pour les gens qui, justement, étaient dans l'élite, enfin, ou dans la demi-élite. Mais que c'était une pratique qui consistait à travailler son endurance. Donc, toujours en aérobie et en essayant de maximaliser l'usage de ressources restreintes qui sont les ressources en oxygène. Donc une fois que vous avez compris ça, eh bien vous mettez en œuvre après ce qu'on vous a appris dans les universités, à savoir donc la recherche d'homologie dans la société. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut correspondre dans la société au moment où arrive le renouveau du marathon? Eh bien oui, ce sont les angoisses écologiques. Donc il y a une espèce d'homologie tout à fait évidente et frappante entre la montée des inquiétudes sur l'avenir de la planète, est-ce qu'on va continuer à pouvoir respirer, etc., et le développement de ce type de pratique qui se présente assez directement comme l'apprentissage d'une conduite de survie dans un univers qui tout d'un coup a changé de signe, c'est-à-dire qui est devenu un univers sous alerte permanente. C'est-à-dire cette idée qui peut aller à l'encontre des précautions, je sais pas, épistémologiques les plus élémentaires, cette idée qu'il faut d'une certaine façon avoir pratiqué quelque chose pour pouvoir porter sur cela un regard enrichi par cette pratique et surtout, il dit, par une sorte de savoir spontané. Il y a une science spontanée de la pratique par les acteurs de la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse
l'analyse. Moi, je pense à des Durkheim ou autres qui observaient de très loin les mœurs et je sais pas, le suicide, le mariage, etc. Je ne sais pas s'il était marié, probablement, mais en tout cas, il ne s'est pas suicidé. Donc, il y avait quand même une distanciation par rapport à l'objet qui n'entre pas dans le cadre du travail de Paul. Alors, vous avez dit l'essentiel, parce que sur le papier, l'idée d'observation participante était totalement acquise. Mais que mettons dans ce terme de participation ? Et la transgression, elle se situe non tellement dans la pratique elle-même. En général, oui, il y a une sociographie statistique qui se préoccupe peu des pratiques effectives. Et c'est même parfois comique quand on mesure la distance du langage de l'observateur par rapport à celui d'une pratique qu'on connaît. C'est assez amusant. Le décalage est frappant. Mais justement, dans l'idée d'observation participante telle que Paul l'entendait, il y avait l'idée de se mettre dans la tête des acteurs. Et vous parliez du savoir spontané, tout est là. C'est-à-dire, ces acteurs, ils ne sont pas simplement des insectes au milieu desquels on va se plonger pour observer leur comportement, les quantifier, établir des corrélations. Ils ont une idée de ce qu'ils font, ils ont un savoir qui les guide dans leur pratique. Et c'est celui-là qu'il faut reconstituer. Parce qu'il y a une multitude d'observations participantes où la participation s'arrête à l'extérieur. Et autre chose est d'entrer dans la pratique des acteurs au sens où eux-mêmes la pratiquent. Et ça, tout est là. Et je crois que toute l'originalité, d'une manière générale, de ce qu'a fait Paul Lyonnais tient à cette volonté de se mettre dans la tête des acteurs. Et ça ne s'arrête pas, d'ailleurs, au sport. Il a pratiqué cet exercice sur une quantité d'objets très différents. D'ailleurs, je rappelle, parce évidemment, c'est un objet désuet aujourd'hui, qui n'a plus du tout le même enjeu social qu'il avait à l'époque où il l'a décrit. Son premier travail porte sur le tiercé, dans un article magnifique qu'on a publié, il est très long en fait, en plusieurs livraisons, qui à l'époque a été jugé d'ailleurs par la sociologie officielle purement et simplement scandaleux. C'est-à-dire l'idée que les gens qui jouaient au tiercé, c'était un grand phénomène des années 60-70 dans la France de l'époque, avaient quelque chose dans la tête, parce que précisément c'était le symbole de l'aliénation, des débiles mentaux qui vont parier sur des canassons, ce que vous n'y pensez pas, c'est la sous-humanité carrément. Et justement, il a montré la signification de cette pratique du point de vue de ces acteurs. C'est ça qui, à l'époque, était une petite révolution, je peux vous dire. Parce qu'il y a eu les deux réactions. Il y a tous ceux qui ont la sociologie officielle qui l'a ignoré jusqu'au bout, mais il y a eu aussi beaucoup de gens que ça a profondément ébranlé et dont ça a changé la manière de faire. Parce qu'il a montré qu'on pouvait s'y prendre tout à fait autrement. Oui, puis il a mis en évidence des aspects du tiercé qui étaient négligés, à part, il y a déjà la condescendance, évidemment, pour cette activité misérable du bas peuple, mais aussi le fait que ce n'est pas un jeu de hasard, alors que Caillois, par exemple, ou d'autres, classaient le tiercé dans les jeux. Mais parce que Roger Caillois n'avait pas beaucoup joué au tiercé, ni même jamais foutu les pieds dans un bistrot PMU, probablement. Oui, oui. Et même chose, il a fait même analyse concernant le marathon. Il était lui-même marathonien et il a apporté sur l'activité même du marathon un éclairage tout à fait particulier et très enrichissant. Ce n'est pas exactement dans le cadre de notre conversation, mais on peut rappeler que Paul Lyonnais a publié un livre qui avait fait scandale à l'époque. Et c'est important parce que vous avez été présent avec Pierre Nora, vous avez soutenu Paul Lyonnais, c'est-à-dire c'est ce voyage au cœur du malaise français, qui est une approche extrêmement novatrice, et on mesure aujourd'hui la grande pertinence, à savoir sur l'instrumentalisation, d'une certaine manière, de l'antiracisme au profit d'un néo-racisme, d'une certaine façon. Et ça, c'est un livre... Peut-être qu'ici, les gens ne connaissent pas cet ouvrage qui a été réédité récemment et qui, d'ailleurs, de manière tout à fait intéressante, a été accueilli de façon quasi unanime comme étant un livre majeur.
Mais à l'époque, vous pouvez peut-être rappeler quand même que Paul Lyonnais n'a pas connu une vie simplement paisible. Il a été l'objet de critiques très vives. Alors, on peut dire qu'il y a deux phases dans sa carrière, d'ailleurs. Une phase glorieuse, où ses premiers travaux qui ont été recueillis dans ce volume qui s'appelle « Jeux, modes et masses » a été très bien accueilli, sans être compris, à mon sens, par beaucoup de gens qui le louaient, mais peu importe. Hein, le succès est repose toujours sur des méprises. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on l'a observé. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est 1993. Hein, donc, ce livre qui s'appelle « Voyage au centre du malaise français », lui, qui appliquait exactement la même démarche. C'est-à-dire mais auprès des acteurs de SOS Racisme, en l'occurrence, puisque c'est l'objet initial, ou auprès des électeurs de ce qui s'appelait à l'époque le Front National, a été un livre scandaleux qui a condamné ses travaux au silence par la suite. Hein. Il a été un réprouvé, un blacklisté par les médias en général. Et il a eu une deuxième carrière quasi clandestine, y compris pour des livres dont on parle de celui-là, parce qu'il a en plus une actualité très lourde. Mais je pense à un autre de ses livres qui est passé complètement sous silence, alors qu'il est en pleine actualité. J'ai eu l'occasion de le faire lire à des hauts fonctionnaires qui sont en principe en charge de ce dossier, qui étaient stupéfaits, qui s'appelle « Travail, loisir ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, qui est un livre absolument remarquable, au cœur de ce qui est aujourd'hui le sens du travail, les grandes questions sur la société des loisirs, le rapport loisir-travail. C'est un livre qui date maintenant de presque 30 ans et qui a une pertinence actuelle absolument remarquable. Mais à l'époque, il n'en a pas été question. Oui, c'est quelqu'un dont la carrière a été brisée parce que tant qu'il s'occupait d'objets jugés en fait périphériques, aucun problème. Quand il s'est occupé d'objets brûlants ou relevant de la scène politique, la même méthode produisait des effets ravageurs qui n'étaient pas à l'époque du tout admis. Je pense que là-dessus, les choses sont en train de changer. Oui, il a eu raison un peu trop tôt. Oui, puis cette manière, c'est Léo Strauss qui parlait de réductio ad iterum, c'est-à-dire que quand une pensée n'entre pas dans les cadres quasi officiels, on la rejette du côté de l'abomination, enfin du côté de ce qui justifierait l'exclusion. On peut peut-être placer le premier extrait, là, une photo et un texte de Paul. Incompréhensible balai que les dieux regardent du ciel pour se distraire. Éternité d'un instant de joie élevée dans l'insouciance. Un gardien, ça plonge, ça vole, ça roule. Sauvegarder son but n'est qu'un prétexte. Et il l'a plongé. Le sable irise sa peau noire comme une poussière d'or. Ils ont adapté le jeu qu'ils aiment et les fait rêver en respectant les interdits qui l'ont si mystérieusement fondé. Car la puissance qui les anime n'a rien de matériel. Elle se satisfait de peu, ce peu qu'ils subliment. Ils sont ailleurs. Le monde entier les regarde. Paul Lyonnais. Je crois que c'est l'occasion de rappeler aussi le goût, enfin, le mot est faible, la passion que Paul Lyonnais avait pour la littérature, ce qui est peut-être une réflexion aussi plus générale, à savoir qu'on a oublié que la littérature pensait, que la littérature n'est pas simplement un ornement esthétique, qu'elle pense et que parfois elle pense mieux que les sciences sociales, voire même la philosophie, la singularité de la vie. Et d'autre part, rappeler que Paul Lyonnais est l'auteur de romans sous des pseudos, mais il y a une œuvre littéraire de Paul Lyonnais. Oui,
c'est une conséquence de ce que nous évoquions à l'instant comme la persécution, on peut bien le dire, dont il a fait l'objet, qui a été jusqu'à remettre en question son activité professionnelle. Il ne faut pas mettre de côté cette dimension. Il a été vraiment l'objet d'une persécution. Et la littérature a été un peu un refuge pour lui. Parce qu'il en a écrit bien d'autres de ses romans. Moi, je n'ai lu que ceux qu'il a publiés, c'est-à-dire ceux qu'il estimait montrables. Mais il m'en parlait régulièrement de ce qu'il était en train d'écrire. Je crois qu'il y a des centaines de pages romanesques, et très expérimentales d'ailleurs, parce qu'il essayait des choses. Il avait une idée de la littérature un peu ludique. C'était justement pour une raison aussi de son recours au pseudonyme. C'est pas qu'il craignait que ça fasse pas sérieux d'écrire des romans quand on est un sociologue professionnel. C'est tout simplement qu'il avait un jeu avec la littérature. Il essayait quelque chose d'autre que ce qui est la contrainte de coller à un objet dans une activité scientifique au sens le plus large du terme. Et c'est un aspect dont il n'aimait pas parler. Il se justifiait très peu, sinon qu'il tenait absolument à cet anonymat, parce que moi je lui avais proposé de publier un de ses romans sous son nom. Il m'avait dit pas question. Il ne voulait pas les avouer parce que c'était un aspect de sa personnalité qui m'est resté un peu mystérieux, je dois dire. Mais cet amour de la littérature, il est depuis le départ. C'est quelqu'un qui, de toute façon, là aussi, par rapport à une certaine orthodoxie universitaire qui va très vite vers la langue de bois, se préoccupait de son expression. Il travaillait, il écrivait. Et pour lui, c'était une dimension essentielle de son travail, y compris le plus savant. Là aussi, ça c'est très 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 mal vu, parce que la confusion, l'expression, la damnation absolue dans le monde académique, c'est de la littérature. Sous-entendu, et alors là on arrive dans l'excommunication majeure, c'est pas scientifique. Quand vous avez dit ça, tout est dit, vous êtes mort. Oui, puis la lecture, quand il avait, je crois, 15 ans, du Voyage au bout de la nuit de Céline, le seul livre de Céline qu'il ait lu jamais, c'est une lecture qui l'a profondément bouleversé. C'est-à-dire c'est un livre qui l'a habité et qui est sans doute explicatif d'un certain nombre de choix, même dans ses orientations intellectuelles concernant la jeunesse, la mort, le vertige. Donc la littérature occupe vraiment une place centrale dans sa vie et dans son œuvre. Sûrement. Il avait d'ailleurs l'intention, que la maladie a interrompu, d'écrire un essai sur la littérature, dont on a plusieurs fois parlé, dont je ne sais absolument pas quel a été le degré de réalisation. Mais je crois que là aussi, je reviens à cet aspect générationnel. Je crois qu'il y a eu un Céline célébré dès la parution du Voyage au bout de la nuit, mais il y a eu un Céline de cette génération 68 qui a retrouvé au travers de Céline l'expérience qui a marqué tout simplement ses géniteurs, l'expérience de la guerre, qui pour lui, pour Paul Lyonnais, extrêmement importante. L'image de son père, les antécédents de sa famille, toute cette génération qui est la génération de la paix, de la société de consommation, de la société des loisirs, d'un monde apaisé temporairement, est une génération qui en même temps a vécu la guerre d'Algérie représentant le dernier stade, obsédée par la mémoire des guerres du XXe siècle, qui sont celles de leurs parents, grands-parents, frères, pour certains, la guerre d'Algérie, pour beaucoup, qui a été une matrice d'expérience humaine
intransmissible d'une certaine manière, mais obsédante pour ceux qui ont été au contact de ces témoins vivants, de quelque chose dont il répugnait en général à parler, et auquel Céline a donné un langage inoubliable. Le voyage au bout de la nuit, et au fond, c'est pour ça que les autres livres de Céline ne l'intéressaient pas, parce que ça, c'était de la littérature, au fond, au sens un peu banal du mot, d'un écrivain qui poursuit son œuvre. Alors que le voyage au bout de la nuit, c'est bien autre chose. C'est un mémorial de ce qu'a été le XXe siècle. Et je pense que c'est cette dimension-là qui le retenait. Oui, vous avez raison. Dans son livre, Le Testament de Céline, il parle justement de cette fêlure paternelle, enfin, qui est un élément essentiel de sa jeunesse. On peut mettre l'extrait qui concerne l'art. Le sport n'est pas un art pour 2 raisons majeures. Alors, la première raison, c'est que dans l'art, on ne juge jamais de la qualité par la quantité. Or, dans le sport, on juge de la qualité par la quantité. Et la seconde raison, c'est que l'art n'est pas organisé autour du principe d'incertitude, il n'est pas organisé autour du principe de suspense. Dans l'art, il n'y a pas de suspense. Dans l'art, il n'y a pas d'incertitude. L'art, c'est un temps accompli que l'on peut revisiter. Et c'est ça une œuvre d'art. Tandis que le sport, c'est un temps qui va s'accomplir. Le sport n'est pas un art pour ces 2 raisons. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur les terrains, dans les enceintes, etc., n'est pas fait sans art. Il y a aussi un autre élément qui tente à me faire dire qu'on n'est pas dans l'art, c'est que ce qui caractérise le sport-spectacle, ce sont les phénomènes de foule. Alors, les phénomènes de foule ne sont pas des phénomènes de complexification. Ce sont des phénomènes de réduction qui ramènent en fait tous les individus à des états de conscience qui sont très simples. Ce qui n'est pas le cas de l'art. L'art, au contraire, ne vous rend pas identique à votre voisin et vous singularise. Et vous singularise, augmente la réflexion, vous donne à voir quelque chose que approfondit, je dirais, ce qui n'est pas du tout le cas du spectacle sportif. Même si après on peut toujours refaire le match, mais enfin, quand on refait le match, on ne fait jamais que refaire le match. On pourrait évidemment retenir cette réflexion simplement comme étant de l'ordre de la distinction, ce qu'elle est. Mais il y a aussi derrière tout cela une intention de redonner à l'art un statut qu'il semble perdre quelque peu dans nos sociétés. Bon, on dit que les sportifs sont des artistes, mais enfin, je pense à l'expression d'Yves Michaud qui parle d'un art à l'état gazeux, comme s'il y avait l'esthétisation généralisée de la société sous toutes ses formes, que ce soit l'art urbain, que ce soit les friches industrielles mises en évidence, etc. Donc il y a une certaine volonté de revenir en toute rigueur à une définition de l'art qui ne se confondrait pas avec simplement les arts, l'habileté, mais l'art au sens classique du terme. Oui, c'est ce qui ferait classer Paul Vionnet, comme on l'a abondamment dit, chez les réactionnaires. Voilà, exactement. Oui. Il avait une idée réactionnaire de l'art, c'est-à-dire comme un objet supérieur au reste de nos activités, fussent-elles tout à fait nobles, mais il avait effectivement une très haute idée de l'art, et de l'art littéraire en particulier, qui était pour lui le plus grand art. Parce que celui qui se cache le plus, celui qui ne se dit pas, il est en contact avec nos paroles quotidiennes, et il n'a pas besoin de se signifier par la musique, vous êtes dans un autre monde, la peinture est de la même façon, que sais-je. Là, on est dans le trivial, d'une certaine manière, le langage. Mais tout est dans ce qu'on en fait. Et il le mettait tout à fait à part et au-dessus des activités, y compris sociologiques, où il se livrait pareil. Oui, puis il y a un refus de la banalisation. Oui. Enfin, bon, c'est peut-être le lieu où l'art sera le plus définitivement
détruit que de le banaliser. Alors on pourrait peut-être passer à l'extrait suivant. La grande erreur que l'on commet ordinairement, à mon sens, lorsque l'on parle du loisir, c'est de penser que c'est le contenu d'une activité qui définit le fait qu'elle est de loisir ou pas. Or, ça n'est pas du tout ça. Ce qui définit le classement d'une activité, d'un contenu d'activité dans le loisir ou dans un autre temps, c'est la forme qu'il prend. C'est la forme libératoire qui définit le caractère de loisir. On peut dire d'ailleurs donc d'une certaine manière que, par exemple, un match de football de haut niveau est un loisir pour les spectateurs, mais c'est un travail pour les sportifs professionnels et l'ensemble des professions qui gravitent autour de l'organisation de ce spectacle. Un autre point qu'il faut sans doute signaler, c'est que notre aptitude à avoir des loisirs n'est pas inépuisable. Et j'ai forgé d'ailleurs un concept en imitation raisonnée du concept de force de travail, c'est le concept de force de loisir. On sait que la force de travail présente cette caractéristique d'être épuisable et qu'il faut la reproduire, la reconstituer. C'est l'analyse de Marx, la célèbre. Voilà, c'est l'analyse de Marx. Et elle se reconstitue, donc la force de travail se reconstitue dans le loisir. Eh bien, inversement, on peut dire que le loisir, c'est une série de tâches qui sont fortes, qui demandent de l'énergie, ce n'est pas du tout le domaine de l'oisiveté. Le loisir nécessite également une force de loisir. Cette force de loisir présente la même caractéristique que la force de travail, c'est-à-dire qu'elle s'épuise et qu'elle ne peut se reconstituer que dans son contraire. Et son contraire, c'est le travail. Autrement dit, c'est dans le travail que se reconstitue notre capacité à avoir une force de loisir, de même que c'est dans le loisir que se reconstitue notre force de travail. Le loisir, c'est du boulot et c'est épuisant. Bien évidemment, ce n'est pas le plaisir qui définit le loisir. C'est-à-dire c'est vraiment le caractère libératoire. Un loisir peut procurer de l'insatisfaction, il peut procurer de la colère, de la révolte, de la déception, il peut être totalement raté, il ne reste pas moins que c'est un loisir. Même si pour aller... parce que libératoire. Parce que libératoire. Mais naturellement, si pour aller faire un match de tennis, vous tombez dans un embouteillage, vous avez ensuite un accident et puis vous cassez votre raquette après avoir mal joué, ce loisir, ce loisir débouche sur une forte envie de revenir au travail. Nous retrouvons une remarque que vous avez faite tout à l'heure sur ce livre peu lu, Travail-loisir. Il y a... Quand on l'écoute attentivement, on mesure toute la subtilité de sa pensée, puisqu'il y a d'abord une distinction, une vieille distinction philosophique entre la forme de l'acte et la matière de l'acte. Une manière assez amusante, d'ailleurs il a parfois un petit sourire, de compléter la reproduction de la force de travail par une reproduction de la force de loisir. Et donc, d'une manière générale, une réflexion sur les temps sociaux. Que vous inspirent ces remarques ? L'introduction de l'esprit de finesse dans des propos qui cherchent à s'en prémunir et à leur dépens. Je pense que la subtilité, voire l'humour qui est présent dans beaucoup de ces analyses est une dimension qui a contribué à le rendre sulfureux, évidemment, mais qui est un véritable apport. C'est que c'est une image très différente de l'approche des faits sociaux qui se dégage, de ce style. Parce qu'il y a un style
de Paul Lyonnais. Évidemment que je suis très familier de son œuvre, mais je crois me permettre de dire que on me donnerait parmi des pages et des pages à lire, je reconnaîtrais immédiatement sa marque. Justement par ce souci d'écriture, de style et de finesse, dans un monde où la science est supposée faite pour simplifier, alors que dans le cas précis, quand il s'agit d'observation des phénomènes humains, des phénomènes sociaux, la complexité, mot dangereux que nous étions d'accord pour éviter avec soin, mais dans l'usage quotidien, il est utile, ce mot, devenu fourre-tout épouvantable, la complexité doit être présente dans la manière de décrire, d'approcher les objets, et c'est là que le souci de l'écriture est irremplaçable. Je crois que c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de pratiquer l'observation du monde humain et du monde social. Et une manière aussi de resserrer l'analyse, parce que, bon, le loisir, on sait bien que dans l'Antiquité, le loisir n'a pas le sens que ça a aujourd'hui. Le loisir, le travail est le non-loisir. C'est le loisir qui est la norme. C'est le temps pour la réflexion philosophique, c'est le temps laissé à l'activité de la pensée. Puis le loisir est devenu ce temps grignoté par diverses revendications. D'abord, c'est pour la reproduction de la force de travail. Et là, il analyse un phénomène tout à fait nouveau, c'est-à-dire d'abord, le loisir concerne des parts considérables de la population. C'est le temps principal de l'activité humaine. Et le loisir, quand il dit c'est du boulot, c'est que d'abord, c'est fatigant, c'est une dépense d'énergie, et puis qu'on va organiser son temps de façon à ce que le loisir soit reproduit. Alors ça, c'est une idée très originale qui doit probablement scandaliser quelques économistes orthodoxes. C'est une image c'est une idée qui prend à rebrousse-poil la division entre le sérieux et le pas sérieux. La science sinistre, comme on a pu qualifier l'économie, ne peut évidemment rester très étrangère à ce type de raisonnement. Et pourtant, l'activité principale de loisirs en France aujourd'hui, qui a des conséquences économiques gigantesques, c'est le bricolage. C'est dans la France profonde, c'est ça le loisir par excellence. Il y en a d'autres. Mais celui-là occupe la première place et il se manifeste de manière assez éloquente à l'entrée des villes par des grandes surfaces assez agressives au regard. Et c'est un phénomène qui est passé sous les radars, littéralement, de la description de la vie réelle, de la vie sociale effective, d'immenses couches de la population. Parce que là, le reproche que lui-même se faisait, Paul Lyonnais se qualifiait lui-même, et il avait tout un amour ancien pour cette littérature de populiste, mais au sens de la littérature populiste, qui a été un courant littéraire important dans la France du 1er XXe siècle, dont il était un très bon connaisseur. Populiste, parce que ce qui l'intéressait, c'était l'humanité commune, la grande majorité de la population, alors que, effectivement, par un biais très inconscient, mais très fort, les sciences humaines et sociales, pour employer la bonne dénomination, ont un biais élitiste. Et du coup, on a de la peine à rendre compte de ce qui se passe dans les profondeurs de la population. Et je crois que ça, c'est un aspect de son œuvre très intéressant. C'est qu'il avait l'idée, en plus, que ce sont les majorités qui font l'histoire. Non pas les masses, non pas les masses, les majorités. C'est-à-dire cette dimension qu'on connaît vaguement, mais qu'on n'explore pas, et où se jouent de véritables révolutions culturelles. Il y a une révolution culturelle du sport dans nos sociétés, qui est venue d'ailleurs d'un fait très intéressant, qui est l'appropriation par le peuple d'une activité qui était initialement aristocratique.
L'élitisme devient un populisme. C'est ça, grossièrement parlant, la trajectoire du sport de nos sociétés. Et je crois que le loisir, pour lui, c'était exactement la même chose. Et je crois qu'il avait d'ailleurs des intentions. Et il avait une œuvre immense devant lui. Il est mort très jeune, mais il avait il avait accumulé d'immenses réflexions sur ce qu'il voulait faire par la suite. Et le loisir y occupait une grande place pour cette raison. C'est l'idée que le mouvement de la société est... Le travail, c'est la contrainte. C'est ce qui est dicté d'en haut. Le loisir, c'est la manière dont spontanément les acteurs se font l'idée de la bonne façon d'exécuter une chose dans laquelle ils investissent. Et à ce titre-là, c'était pour lui un ferment social d'une force incomparable à terme. D'où l'importance du libératoire. Ce qui est important d'ailleurs aussi, c'est dans cette perspective, c'est de montrer que Paul Lyonnais a toujours été attentif à relier ensemble des expériences diverses, la sienne avec d'autres. Et concernant par exemple la retraite, vous parliez des retraités tout à l'heure, on sait très bien que les retraités n'ont jamais de temps, ils le disent, on n'a jamais eu si peu de temps. Et puis quand ils vont bricoler, ils vont travailler. Donc il y a peut-être cette distinction sur le travail d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le travail salarié, il y a le travail comme simplement transformation de la nature ou transformation de soi. Donc il y a une extension du concept de travail qui est chez lui une chose tout à fait intéressante. Oui, mais justement, c'est par l'articulation entre travail et loisir qu'on peut mieux comprendre ce qu'est le travail et ce qu'est le loisir. Il faut tenir les deux. Si on se concentre en disant ce sont deux choses, deux mondes qui n'ont rien à voir, on se brouille complètement la vue sur l'impact de chacune de ces activités qui sont liées dans l'esprit des acteurs. Elles ne sont pas chez les observateurs qui quantifient, mais dans l'exécution, du point de vue des gens qui travaillent et se livrent à des activités de loisirs, les deux font un ensemble. Et c'est l'ensemble qu'il faut interroger. Vous avez fait une petite allusion à sa mort précoce. Il faut préciser que Paul Lyonnais sera affecté d'un cancer, une maladie d'Hodgkin, très jeune, à une époque, il aimait le rappeler, où c'est une maladie qui tuait plus de 90% des malades, essentiellement des jeunes. Et quand il a été hospitalisé dans un service, je me demande si ce n'était pas à Saint-Lô d'ailleurs, dans un service ou à Caen, je ne sais pas, il était le seul survivant de ce service. Donc il y a non seulement cette expérience de la guerre du père, mais la maladie, la souffrance qui est sa compagne, si j'ose dire, continue. Et c'est un point important pour bien mesurer le poids des remarques qui viennent. La remarque suivante. Je crois que donc, il faut partir de l'idée que tous les athlètes utilisent des aides artificielles à la performance, que dans le sport de haut niveau, on ne peut pas viser à éradiquer le phénomène interventionniste, mais qu'il faut arriver à le régulariser pour éviter les ruptures d'égalité, pour maintenir la santé des athlètes, sachant que le sport de haut niveau n'a jamais eu pour but de garantir une meilleure santé, et que si on veut vraiment se préoccuper de la santé des athlètes, il faut commencer par interdire le sport de haut niveau. Voilà, donc il faut essayer de régulariser ce phénomène. Et je dirais que ça ne sert à rien d'avoir des listes énormes de produits si on n'est pas capable de contrôler l'effectivité des interdits. C'est la manifestation sportive elle-même qui rend l'existence de cette société, de ces ensembles, visible. Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus que le sport qui a cette aptitude à rendre visible la société
en tout cas de façon aussi phénoménale, enfin aussi bouleversante. Ce n'est plus le travail, ce n'est plus la religion, ce n'est plus l'armée, ce n'est plus la nation en guerre. Enfin, c'est au travers du sport que se manifeste le fait que vous appartenez, qu'un individu appartient à une communauté. La nation se rend visible aujourd'hui dans les manifestations sportives. La dépendance qui est un excès en quelque sorte de cette manifestation de l'identité s'ancre véritablement dans ce phénomène qui est un phénomène politique sans politique et qui, si vous voulez, donne l'occasion d'une manifestation peut-être à caractère religieux sans religion, parce que nous sommes devant la manifestation d'une transcendance qui réapparaît au cours d'une manifestation où l'invisible devient visible, ce qui est la définition même du sacré. C'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi le sport était si important. Et peut-être sommes-nous en face je pense qu'on est en face d'une nouvelle ère, et c'est la fin d'une ancienne ère où la religion avait capturé le sacré. Roger Caillois en parlait d'ailleurs. Il disait que la religion avait confisqué les puissances du sacré pour pouvoir justement les discipliner. En particulier justement les catégories du jeu qui étaient les catégories les plus dangereuses pour la société, à savoir la catégorie du vertige et la catégorie du simulacre. Et bien maintenant, ces catégories-là sont présentes dans le sport, et le sacré est en train de réapparaître directement à partir du profane. Ça, ce sont des réflexions que vous touchez de très près, parce qu'on n'est pas loin des domaines de réflexion qui ont été les vôtres. Cette idée que le sport est au fond la dernière activité qui rend visible l'invisible. Ce passage, alors, qu'est-ce que c'est que cet invisible ici ? C'est la communauté, c'est la collectivité, c'est la nation. Comme si le sport était le dernier lieu où peut s'exprimer quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de l'individualisme, de l'éclatement des sociétés en individualité. Et puis, il y a cette idée du sacré, c'est-à-dire l'idée d'une transcendance, car finalement, la collectivité, la nation est une transcendance. Que pensez-vous, vous qui avez travaillé sur le phénomène religieux ? Vous avez écrit un classique sur la question. C'était un objet de nos discussions. Je dois dire, on ne va pas entrer dans une discussion technique sur ces problèmes fort compliqués. Autant je crois tout à fait pertinente son analyse d'un moment de la vie sociale où ce qui est ordinairement invisible, le fait que nous sommes en société, devient visible, est très forte. Pour autant, le recours à la notion de sacré me semble analogique. Ça ne la condamne pas, mais c'est peut-être un quasi-sacré ou un simulacre de sacré, mais ce n'est pas un vrai sacré. Ce n'est pas un vrai sacré, et je crois que au contraire même, je dirais, le sport me paraît manifester, mais encore une fois, c'est un débat sur lequel on ne va pas trancher en quelques phrases. Le sport me paraît être un moment où nos sociétés se manifestent la possibilité qu'elles ont, tout à fait nouvelle, de se passer de sacré au moyen d'un quelque chose qui peut rappeler le sacré, c'est là où il faut être très subtil, mais qui, en réalité, signifie qu'il n'y a que l'espace interhumain et lui seul, sans transcendance, au sens fort du mot. Il y a évidemment que nous sommes en panne de vocabulaire ici pour décrire des choses qui font qu'on va dire spontanément un cimetière est un lieu sacré, au sens où, effectivement, il est marqué par un interdit très fort de toute une série de comportements qui seront parfaitement tolérés dans le reste de la société et qui le mettent rigoureusement à part. Pour autant,
Est-ce le sacré au sens de la manifestation d'une puissance supérieure, comme ça a été très longtemps le cas, hein, le cimetière, c'est le lieu des esprits, la présence des morts. Nous ne pensons plus que les morts sont présents très majoritairement, mais cela ne signifie pas que la dimension d'un quelque chose à part, de supérieur, qui appelle un respect spécifique, est disparu. Donc là, on est vraiment sur une frontière. Et je crois que cette frontière est essentielle, effectivement, pour la compréhension du phénomène sportif aujourd'hui. Et la manière dont s'y exprime la plus grande spécificité du type de société dans laquelle nous sommes, qui se manifeste comme société, et donc comme ce qui nous dépasse, puisque nous en sommes dépendants, sans pour autant se présenter sous l'aspect d'un inquestionnable qui nous écrase et devant lequel nous ne pouvons que nous incliner. Oui, puis il est vrai que le vrai sacré, c'est celui qui présente cette double caractéristique à la fois d'attraction et de répulsion. L'ambivalence de Rudolf Otto, je crois. Le dopage, substantiellement, c'est recourir à des aides artificielles à la performance. Légalement, c'est recourir parmi les aides artificielles à la performance à celles qui sont interdites. Et celles qui sont interdites sont très limitées par rapport à l'ensemble des aides artificielles à la performance qui sont utilisées non seulement par les athlètes, mais par, je dirais, chacun de nous. En un sens, tous les athlètes donc sont dopés, puisque tous les athlètes, amateurs, professionnels, font appel à des aides artificielles à la performance, avec le savoir emmagasiné, permettent de construire des plans de préparation biologique de la performance. Ça, c'est véritablement une aide artificielle à la performance. Et une aide d'ailleurs que très peu de gens remettent en cause. Alors moi, mon problème, c'est pas de la remettre en cause, c'est de dire que le dopage au sens légal du terme n'est qu'un avatar de la préparation biomédicale de la performance, la médecine de la performance, qui est une médecine absolument différente de l'ancienne médecine qui était une médecine destinée à restaurer la santé en cas d'atteinte. Là, on est devant une médecine qui est une médecine d'optimisation des ressources. Donc on est évidemment dans l'artifice. La démarche naturelle pour l'homme, j'ai bien l'homme au sens générique du terme, c'est de se doper. C'est-à-dire, c'est de s'améliorer. Et de s'améliorer au moyen des connaissances qui ont été mises et qui ont des connaissances, des savoirs, des expériences, de tout ce qui a été accumulé par l'expérience humaine. Je dirais même que la condition humaine, c'est ça. C'est la culture, au fond. C'est la culture. C'est l'antinature. Voilà, la culture comme antinature. C'est l'antinature. Et donc, ne pas se doper, c'est-à-dire renoncer à un certain nombre de produits, de processus, de procédés qui sont le fruit de la connaissance humaine, ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'homme dans son histoire, et donc c'est ce qui demande un effort considérable. Ça demande de passer à une réflexion supérieure par rapport aux réflexes qui sont les réflexes de l'homme, qui est d'essayer d'être mieux, d'être meilleur, d'utiliser la culture technique à sa disposition. L'humanisation est faite d'aide artificielle à la vie et comme à la performance. La manière de traiter ici le dopage est volontairement réaliste, en tout cas refusant l'approche moralisante qui est inefficace, qui permet d'avoir bonne conscience. Donc il montre que le dopage, d'abord, il faut peut-être l'envisager en tant qu'effet culturel, d'action sur le corps. Il parle d'optimisation du corps, mais ça, il ne dit pas non plus que, en tout cas, l'extrait n'est peut-être pas suffisamment éclairant sur ce point.
il ne dit pas qu'il faut laisser le dopage librement s'exercer. Donc il y a une manière de dire qu'il faut réguler le dopage sans prétendre le condamner moralement, ce qui ne change rien. Comme d'ailleurs il conteste le lien du dopage simplement avec l'argent, etc. On en reparlera peut-être. Que pensez-vous de ces réflexions ? Je pense qu'on trouve là Paul Lyonnais à son meilleur, avec ce regard libre de préjugés, libre des catégories spontanées qui viennent à l'esprit, où la morale aujourd'hui retrouve un rôle tout à fait exorbitant et particulièrement trompeur. Et effectivement, autant que je sache, il ne dit pas que le dopage est une bonne pratique, il faut laisser se développer, puisqu'elle relève au fond de la capacité culturelle de l'humanité à améliorer ses performances. Il veut simplement dire, je crois, que la réglementation du dopage fait partie de ce qu'est le système des sports, qui est en fait un système de règles. C'est ce qui fait le sport, c'est bien entendu un certain type de pratique, mais c'est l'acceptation des règles qui est une des forces culturelles majeures du sport. Et que donc, il faut admettre au départ qu'il y a une naturalité du dopage, qui est une naturalité culturelle. Hein. La nature de l'homme, c'est la culture. On le voit très bien ici. Spontanément, la culture est une culture du dopage. Je crois que le raisonnement est imparable. Mais le sport se définissant par l'encadrement d'un type d'activité par des règles extrêmement strictes, la réglementation du dopage doit se faire dans un esprit réaliste, en admettant sa nature, et ça change complètement le regard dessus. Ça devient un chapitre supplémentaire des règles qui font du sport une activité hautement culturelle. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais on voit bien comment la démarche change spontanément, comment l'écart se fait par rapport à ce qu'est le discours ambiant et la folie presque, qui est devenue ce problème dans un certain nombre de sports où on est enferré dans un discours absurde. Oui, puis alors il y a cette idée aussi, c'est que la compétition sportive, elle n'a d'intérêt que si elle oppose des quasi-égaux. Donc le dopage ici intervient aussi, d'une certaine manière, dans cette constitution d'une compétition entre quasi-égaux. Oui, avec des effets pervers. Bon. Hein, les règles, précisément, la règle sportive a pour essence de ménager autant que faire se peut cette égalité des partenaires qui donnent son sens à la pratique. Ça n'a aucun sens de faire combattre quelqu'un qui pèse 40 kilos avec quelqu'un qui en pèse 120. Bon, ça n'a pas de sens, tout simplement. C'est ce qui fait l'espace du sport, c'est qu'on va chercher la règle égalitaire qui donne son sens à l'incertitude qui est le cœur de cette activité. Et justement, le dopage, on comprend très bien la place qu'il prend, puisqu'il recrée une inégalité cachée qui donc doit apparaître. Et en fait, c'est pour ça que la règle sur le dopage rentre tout à fait dans l'esprit de la règle sportive en général. C'est ça, cette ambivalence, parce que d'un côté, on sait bien que le corps est façonné par la culture. Bon, il suffit de regarder le corps ici et là, dans des cultures différentes. Il aime bien rappeler, Paul Lyonnais aime bien rappeler, par exemple, que quand on regarde un Kényan marathonien, la partie haute du corps, au fond, est extrêmement peu développée. Il utilise même, on dirait des déportés, comme une image, alors que la partie basse, qui est la partie utile, est une partie développée. Donc l'idée que la culture, et le dopage de ce point de vue-là fait partie de la culture, enfin disons des aides médicales à la performance. Mais il y a une autre remarque intéressante lorsqu'il dit que on condamne le dopage parce que le dopage est nuisible à la santé du dopé, ce qui est sûrement vrai. Mais il dit cette phrase extrêmement provocatrice, mais le sport de haut niveau est nuisible à la santé du sportif. Donc par conséquent, les critères de condamnation, ce sont des critères qui ne sont pas simples.
Non, justement, l'autre image stupide, mais le sport, c'est la santé qui est bien ancrée, est effectivement quelque chose vis-à-vis de quoi il faut prendre ses distances si on veut regarder de près la part de risque énorme que comporte une pratique sportive de haut niveau. Ce n'est pas forcément un risque mortel au sens immédiat du terme, mais néanmoins, on est là dans une frontière de l'humain. C'est la frontière qui est recherchée. Et les frontières sont dangereuses, c'est leur définition. Oui, puis il dit que, d'une certaine manière, on n'a pas toujours intérêt, même les grandes sociétés, même les États, à favoriser le dopage de leurs sportifs, parce que l'image n'est pas bonne. Il y a tout de même ce fait, c'est que le dopage n'a pas une bonne image, même si anthropologiquement on peut montrer que le dopage est une activité extrêmement développée. D'autre part, c'est la même chose avec les sponsors. Donc, lier le dopage avec l'argent, Paul Lyonnais dit, attention, d'un autre côté, les sponsors ne souhaitent pas que leur image soit associée au dopage. Donc, quand on parle du dopage, et Paul Lyonnais nous y aide, il y a constamment une sorte d'ambivalence. Oui, c'est là où il faut avoir cette intelligence du phénomène humain dans sa variété d'aspects, dans son ambivalence, c'est le mot, dans ses contradictions aussi, qui sont généralement ce qu'on va gommer dans le discours spontané. Il y a donc bel et bien, au fond, une très grande distance entre le type de sociologie auquel conduit sa démarche et le discours spontané, on le voit bien là, mais qui n'est pas cette distance entre le discours des acteurs et le discours des savants qui vont vous dire de l'extérieur ce que vous faites sans le savoir. Je crois qu'il a introduit un type d'écart dans l'observation des faits sociaux, des faits humains, qui est différent de celui qu'on place généralement. C'est le savoir spontané des acteurs qui ne vaut rien. Lui, il le réhabilite, et le discours savant qui, de l'extérieur, est capable de dire ce qu'il y a dans la tête de malheureux, qui se racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il est, lui, beaucoup plus subtil dans l'articulation qu'il fait des deux modes de discours, qui sont très différents, effectivement. À ça, il y a la tentation toujours moralisante, et la tentation moralisante qui est en fait réductrice. Elle masque à la fois la complexité et les contradictions des phénomènes, que ce soit en politique ou que ce soit dans le sport. En un sens, la sagesse populaire le sait très bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le pratique. Et c'est un bon exemple de page de l'enfer des bonnes intentions. Je ne crois pas que le sport ait pour fonction de purger les passions, qu'il ait pour fonction de remplacer la guerre, qu'il ait pour fonction de capter les pulsions de l'humanité à en découdre. Et ceci depuis, je dirais, l'origine, depuis les Jeux Olympiques, lorsque les athlètes ont eu pour première fonction de symboliser l'affrontement des cités. Cette symbolisation a été parallèle avec la montée de la guerre moderne chez les Grecs. Et de même, on peut remarquer que l'expansion du sport du sport spectacle, j'entends du sport spectacle, dans nos sociétés est parallèle avec la montée des grands massacres, des grandes guerres qui ont eu lieu essentiellement au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soutenir que le sport spectacle est pour un mécanisme cathartique, alors qu'au XXe siècle, on a enregistré à peu près la moitié des morts violentes enregistrées durant toute l'histoire humaine. Dans ce court extrait, il y a au moins deux choses qui sont envisagées, qui fait l'objet de questions et de réponses éventuelles à ces questions. D'abord, c'est le problème de la catharsis. On a tendance à expliquer le spectacle sportif, comme tous les spectacles aujourd'hui, en convoquant Aristote et en disant que ce serait la purgation des passions.
Paul Yonnet critique cela, en disant qu'il ne s'agit pas simplement de catharsis ou d'échec à la catharsis, parce que parfois on peut se dire que quand dans le stade on se bat, c'est qu'il y a un échec à la purgation, purification. Il préfère parler d'addiction. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette distinction entre l'addiction et la purgation, enfin, ou purification. Oui, je crois que cette distinction signifie bien quelque chose. En effet, la purgation, c'est la délivrance. L'addiction, concept très compliqué à utiliser parce qu'il est subtil, c'est le contrôle de quelque chose à quoi en même temps on est attaché. L'addiction, c'est un travail en fait, c'est par lequel des personnes cherchent à maîtriser un appétit incoercible. Et on ne voit dans l'addiction, en général, que la tâche impossible à vaincre pour une pratique, pour une drogue, pour une activité. Or, en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On y revient toujours, mais en cherchant à le contrôler. Et je pense que dans le sport, c'est vraiment typiquement le supporter par excellence, c'est effectivement un addict, mais dans ce sens où il ne se purge pas du tout de ses passions en rentrant dans un état de délivrance qu'il ne connaissait pas auparavant, mais il revient sur le lieu du crime, mais avec l'effort de le maîtriser, cette dépendance à quelque chose à quoi il est attaché. Je crois que c'est une chose très particulière qu'il a simplement abordée sans vraiment le développer, mais qui va très très loin, en fait, dans la majorité, parce que ça s'applique à une quantité d'activités humaines qui va très au-delà même du sport. Oui, puis on retrouve sa méthode et sa démarche, parce que cette addiction, il l'a lui-même éprouvée par le marathon, la course à pied, même le tiercé. Alors que cette idée que l'activité sportive ferait qu'on se libérerait de quelque chose, qui serait pas par identification, c'est une transposition du spectacle tragique qui ne marche pas. Je crois qu'il a raison sur ce point. Je n'en doute pas une seconde. Et je crois que les efforts nombreux qui ont été faits pour éprouver cette thèse classique sont là pour montrer son échec. Et il y a donc deuxième aspect de cet extrait, c'est ce lien entre le sport et la guerre. Il remet en cause aussi cette idée que il faudrait penser le sport comme ce qui nous délivrerait de la guerre, ou comme sublimation. Michel Serres aimait bien insister sur le fait que les peuples se faisaient la guerre, puis ensuite il y a eu les Horaces et les Curiaces, puis ensuite il y a eu une sorte d'évolution par la symbolisation. C'était le tournoi, il n'y avait plus l'enjeu de la mort des uns et des autres. Il y a une manière assez ironique de la part de Paul de montrer, par exemple, que les guerres les plus atroces sont contemporaines aussi du développement du sport de compétition moderne. On ne peut pas simplement considérer que le sport serait une réponse à la guerre ou serait simplement issu de la guerre. Oui, il y a une corrélation historique, elle est patente. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation historique qu'il y a une liaison causale. Et au contraire, je dirais que le sport ménage un autre espace par rapport à celui des phénomènes politiques. À un moment donné, il a cette très bonne phrase, cette très bonne expression qui dit bien les choses, la politique sans la politique, comme on peut avoir la religion sans la religion. Et je crois que c'est très vrai. Il y a des formes d'expérience qui peuvent paraître intimement parentes et qui peuvent même se présenter presque comme des substituts, mais qui n'en sont pas. Parce que quand on dit la politique sans la politique, c'est pas remplacer la politique. C'est faire l'équivalent de la politique par autre chose, ce qui est très différent. Et je crois qu'il a ce besoin de regarder tous ces phénomènes en réalité très opaques
en dehors de nos catégories spontanées, hein, bah oui, sport de masse, guerre de masse, bah oui, c'est pareil. Il doit y avoir un... Oui, mais ça peut être des mondes totalement différents dans le même temps et sur la base des mêmes repères. Et c'est ce regard-là qui est irremplaçable. Bonjour à vous. Juste pour revenir sur l'idée vous avez dit que le sport était un quasi sacré. Et en fait, je m'interrogeais, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y aurait une forme de transposition? Est-ce qu'on pourrait dire que le sport est le nouvel opium du peuple? Voilà, c'est la question que je me posais. Puisque nous avons parlé d'addiction. Voilà, c'est ça, exactement, pour faire le deuxième lien. Voilà. On peut en effet se poser la question. La différence, la réponse est non, à mon sens, mais il faut l'argumenter. Si on prend l'expression d'opium du peuple dans sa rigueur, on ne désigne pas simplement le fait d'être accro à un type d'activité, hein, à la fumerie d'opium ou au stade, à la partie de pétanque, hein, pourquoi pas. On désigne surtout quelque chose qui est destiné à faire oublier. L'opium, c'est une sorte de sommeil qui est anesthésiant par rapport... Est-ce qu'on peut dire cela du sport? Je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est au contraire une activité qui, chez les vrais accros, en tout cas, est une activité intensément mobilisatrice. Un club de... Je crois qu'on n'a jamais publié, pour toutes sortes de raisons, un petit reportage qu'il avait fait pour un journal qui finalement s'est décommandé à Marseille, chez les ultras, dans un bistrot donc, où ils se retrouvent. Ce sont des gens qui peuvent parler d'un match pendant des heures. C'est le contraire en le décortiquant la moindre faute de l'arrière droit pendant un temps infini. C'est le contraire de l'opium. Hein. C'est au contraire, ce qui est frappant dans le sport, c'est sa capacité de mobilisation. Et donc je crois qu'on n'est pas du tout il ne s'agit pas, dans l'image répandue, ça a été beaucoup dit, hein, une aliénation des masses. Au lieu de s'occuper de la lutte avec leurs syndicats contre leurs patrons, ils s'occupent du foot du club d'à côté. Pendant ce temps-là, ils ne pensent pas à la lutte sociale, qui est le seul enjeu sérieux. C'est pas du tout ça. Hein, je ne crois pas du tout que ça ait cette fonction. Mais je ne crois pas que ce soit un opium. C'est plutôt c'est quelque chose qui réveille, qui éveille, qui mobilise. En ce sens-là, on est très loin de cette image de penser à autre chose, ou ne penser à rien surtout. Et puis la phrase de Marx disait « L'opium du peuple est le soupir de la créature ». Il ne faut pas oublier le soupir. Bon, juste alors, une deuxième question, c'est que vous dites que du coup, le sport, c'est ce qui permet de mobiliser, mais est-ce que du coup, le sport ne serait pas la nouvelle religion qui permet de faire du lien dans le sens étymologique de la religion, en fait? Alors, la différence avec la religion, qu'on perçoit tout de suite, c'est que le sport est une activité agonistique. On est contre. C'est une compétition éventuellement contre soi-même. L'alpinisme, par exemple, il n'y a pas de compétition au sens d'un match quelconque, d'un sport quelconque. Mais or, la vision, l'objet même des religions, c'est de créer l'unanimité, c'est de créer une solidarité, une intimité de croyance entre les personnes qui effacent tout clivage. Donc c'est en cela que le sport est une activité typiquement moderne. C'est la possibilité d'une compétition qui ne débouche pas sur la guerre, mais en même temps qui sépare, qui mobilise, qui divise, sans porter atteinte au principe de paix, qui est l'objet des religions, mais par le moyen de l'adhésion commune. Donc c'est très différent de ce point de vue. Une question rapide. Est-ce qu'il s'est exprimé sur les Jeux Olympiques? Est-ce que Paul Lyonnais s'est exprimé sur les Jeux Olympiques?
Oui, je crois qu'il en a parlé, notamment parce que de la différence entre les Jeux olympiques anciens et les Jeux olympiques d'aujourd'hui, qui sont des mondes très différents, même si on retrouve quelque chose de similaire, c'est-à-dire cet écart entre l'individu et sa collectivité. Parce qu'effectivement, les Jeux olympiques anciens, on a beaucoup interprété comme une sorte de guerre fictive entre les cités qui se retrouvaient sur un terrain commun. Mais en même temps, c'est quelle que soit la grandeur du sport, même chez les Grecs, c'est que même quand vous êtes dans l'équipe perdante, si je puis dire, si vous êtes exceptionnel, vous comptez comme individu et non pas simplement comme un perdant. Et ça se retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait partie, c'est l'ambiguïté du sport. On peut y compris du rapport entre le sport et l'art. Il y a des gens qui ne gagnent. On a eu quelques spécimens comme ça. Il ne gagne pas, mais c'est le meilleur, au sens où il a celui qui exprime la quintessence du geste, du sens du jeu, peu importe. Et je crois que c'est effectivement important en général pour l'appréhension du phénomène. Mais ce qui l'a intéressé, c'est pas les Jeux olympiques comme tels, c'est la signification du phénomène sport dans une acception beaucoup plus large, évidemment. Donc il en a parlé incidemment, mais il n'y a pas consacré, que je sache en tout cas, une étude spécifique. Dans le livre Le loisir, c'est du boulot, il y a un chapitre consacré à la devise olympique, déjà. Bon, montrer que c'est une devise très ambiguë. Bon, à la fois, est-ce que plus vite, plus haut, plus fort, est-ce qu'il y a une progression de l'humain, est-ce que le sport serait pris dans le mouvement du progrès, est-ce que c'est une excellence, est-ce que c'est un accomplissement de soi, est-ce que c'est un dépassement de soi? Donc il montre bien que cette devise est elle-même très ambiguë. Et que d'ailleurs, je crois que Coubertin parlait du dopage comme d'un excès d'entraînement. C'est intéressant, cette phrase. Bonjour. Les politiques publiques du sport aujourd'hui tendent à utilitariser le sport et ne plus en faire un loisir, mais quelque chose d'utile pour la société. Donc le sport devient utile pour la santé, le sport devient utile dans l'entreprise et améliore la productivité du salarié. Et donc on fait des grandes campagnes pour que le sport se développe dans l'entreprise. Le sport est réduit à son état d'outil de politique publique dans un but particulier, que ce soit la santé ou la productivité ou autre. Est-ce que Paul Lyonnais avait pressenti ça, ou est-ce qu'il avait évoqué ça dans son œuvre, et comment est-ce que vous voyez ça, vous, Monsieur Gaucher? Je ne sache pas qu'à l'époque où il écrivait sur le sport spécifiquement, cette dimension-là avait pris le relief qu'elle a maintenant acquise. Donc je peux me tromper, hein, mais je ne vois rien qui ressemble à ça dont je peux me souvenir. Qui est déjà un peu loin, donc je suis prudent. Mais vous savez, on est dans une société qui ne sait plus bien agir sur elle-même. Donc, qui va chercher des solutions qui n'en sont pas. Hein, parce que c'est en même temps à consommer avec modération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le sport, mais pas trop. Hein. Or, le sport n'a de sens que si on le fait vraiment. Donc, je crois que c'est une réponse qui n'en est pas une. C'est un pis-aller. C'est un expédient. C'est pas je crois que ça ne relève pas d'une philosophie très réfléchie, parce que si c'était le cas, on s'interrogerait davantage sur la nature du phénomène qu'on va chercher. Hein, je crois que c'est du même ordre que de faire maintenant en Californie les entreprises à niveau pour que les gens soient obligés de marcher pour aller rejoindre la porte. Au moins pendant ce temps-là, ils se livrent à une activité physique. Bon, c'est à peu près de ce niveau de réflexion. Je ne crois pas que ça ait une vraie...
Peut-être que je me trompe totalement, mais ça n'a pas une vraie valeur significative du point de vue de l'idée même du sport, si vous voulez. Encore une fois, ça mérite effectivement une vraie analyse que je n'ai absolument pas la prétention d'improviser. Oui, bonjour. Il y a des termes comme le terme de masse, par exemple, qui est de moins en moins utilisé, qu'on ne voit pas dans les médias, des mots qui ont disparu. Est-ce que ça veut dire que le travail de Paul Dionnet serait aujourd'hui, à vos yeux, toujours aussi soluble dans une société qui se fragmente? Je donne un exemple, c'est quand vous parliez tout à l'heure du lien entre travail et loisir, qui fait l'aborder d'un point de vue systémique. Derrière, après, le purgation et puis addiction étaient séparés. Or, quand je suis supporter, je vais chercher une partie de purgation et aussi d'addiction à mon équipe régulièrement. Quand je suis quelqu'un qui veut perdre du poids et perdre du bide, je vais faire les deux. C'est qu'à un moment donné, effectivement, je vais pas faire beaucoup de sport, je vais essayer de me libérer de mon poids, mais à force d'en faire, je vais avoir une addiction. Donc ces liens-là, en fait, est-ce que ça, c'est cette lecture pas binaire, mais est-ce que cette approche en fait d'opposition et de vouloir trancher est nécessaire, ou est-ce que dans son travail, vous avez des pistes dans ce qu'il a fait qui me permettraient de comprendre en quoi c'est soluble dans cette fragmentation aujourd'hui individuelle du rapport au sport? Alors, vous touchez un point très important. Effectivement, ce livre qui date de 1985, Jeux, modes et masses, la catégorie de masse était encore utilisée. Elle a disparu. C'est un événement. Vous savez, les historiens sont polarisés par les apparitions, en naissance de. Mais disparition, c'est aussi significatif qu'apparition. Et les naissances sont aussi les décès sont aussi significatifs que les naissances, en l'occurrence. Donc il n'y a plus de masse. Mais je crois que ce dont son travail témoigne très bien, c'est de la charnière, du moment où on passe d'une société de masse à une société d'individus, pour aller très vite. Et précisément, un phénomène, par exemple, on n'en a pas du tout parlé, mais on ne pouvait pas parler de tout, et il a parlé, lui, de beaucoup de choses, dont il a très significativement parlé, c'est le phénomène automobile. Un phénomène passé totalement sous les radars, alors que c'est une des choses qui ont le plus transformé le XXe siècle et notre début du XXIe siècle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, c'est anecdotique ce que je dis là, mais c'est très significatif. Il y a quelques années, en fonction de la crise écologique, le grand thème, c'était la fin de l'automobile. Pas du tout, on aura l'automobile électrique. Petit changement très significatif. Ce phénomène n'est absolument pas interrogé. C'est pas qu'un phénomène technique, l'automobile. C'est un phénomène de mentalité, c'est un phénomène de transformation de l'imaginaire spatial de tous les acteurs de nos sociétés, avec une liberté de mobilité qui était un fait totalement nouveau à l'échelle historique. Et où, en effet, les masses disparaissent. C'est une évaporation. Mais je crois qu'il donnerait, évidemment, je ne vais pas parler à sa place, mais je suis convaincu, par son attention à l'évolution sociale, qui donnerait une autre lecture de ses propres manières de considérer ces phénomènes. Mais je crois que la démarche resterait la même. Et on peut très bien, justement, lire son travail en se demandant jusqu'où va la trajectoire qu'il a commencé à esquisser. Et au fond, on pourrait prolonger les lignes et voir comment, y compris le sport, dont nous avons beaucoup parlé, puisque c'est le petit livre qui nous donne l'occasion de cette discussion, porte là-dessus, principalement, mais pas uniquement, d'ailleurs. On peut prolonger la courbe, et je crois que sa démarche reste tout à fait féconde. Parce qu'on voit bien comment on peut aller plus loin à partir de ce qu'il esquisse.